Iconic a pour mission d'aider les créatifs à atteindre leur objectif et pour ça on a créé une newsletter. Tu veux des conseils, masterclass gratuites et des LSD business exclusifs? Inscris-toi à notre newsletter dans la description et sur le premier commentaire. If you're a fucking savage and you get out there and you grind hard and you want it bad enough, you can run all these guys over, man. L'UFC est la ligue sportive qui connaît la croissance financière la plus rapide de ces 5 dernières années. C'est également l'un des rares sports à être réellement suivi internationalement avec le football. Estimé à ce jour à plus de 10 milliards de dollars, l'UFC s'est construit grâce à des décisions intelligentes, parfois couillues, et certains diraient même au bord de la légalité. Dans cette vidéo, on va voir comment Dana White et les frères Fertitta ont réussi à transformer cette ligue moribonde en empire qui vaut aujourd'hui 10 milliards de dollars. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et vous regardez un nouvel épisode du Lifestyle Décodeur. Alors cette vidéo, ça annonce en fait un changement sur les LSD l'année prochaine. On va aller de plus en plus sur des sujets qui sont pop culture. On va essayer de sortir un petit peu du rap. Je vous avoue que ça commence un petit peu à me saouler de faire que des vidéos sur le rap et c'est vrai qu'à la base, les LSD c'est sur toutes sortes de sujets qui touchent mon audience. En l'occurrence ici, l'UFC c'est un sujet qui est hyper intéressant. Ça fait longtemps que je voulais le traiter. Donc voilà, cette vidéo est là. N'oubliez pas de liker, commenter, partagez un maximum cette vidéo. Et avant de commencer, bon, aujourd'hui j'ai sorti mon plus beau bijou Chain Nation. Merci à eux de sponsoriser cette vidéo. Bon, aujourd'hui ça va briller, donc j'espère que l'équipe a prévu les lunettes de soleil parce que sinon il y en a qui vont être aveugles aujourd'hui, ok? Il fait moins 10 degrés ici. Oh mon dieu, comment la team t'a dit quoi? Waouh, c'est quoi ça? Ça brille de fou là ton bail. Chain Nation. Toi aussi viens briller avec moi avec l'offre Black Friday de Chain Nation. Pour ceux qui ne le savent pas encore, Chain Nation est une marque de bijoux pour hommes et pour femmes qui a pour mission de te rendre frais sans pour autant te ruiner. Il y a une large gamme de produits, ça va du VVS ultra cher aux produits accessibles et c'est de ça dont il est question ici. Pour Black Friday, il existe 2 offres. La première offre, c'est un produit acheté, un produit offert. Ok, ça va être n'importe quel produit de la boutique, donc tu peux y aller. Là, il n'y a pas de code de réduction, tout se fait automatiquement, mais attention, il faut un minimum de 2 articles au panier. Et la deuxième offre, tu as moins 33% de réduction sur toute la boutique. Et n'oublie pas, ils ont lancé Slicks, tu sais, ces petits bijoux pour les sneakers, donc va te faire plaisir, c'est Black Friday. En plus de ça, il y a des produits avec d'énormes réductions. On n'a pas vu ça depuis les Black Friday de l'année dernière, donc va te faire plaisir dès maintenant. L'offre est valable jusqu'à dimanche minuit. Donc tu as 48 heures pour profiter des plus grosses réductions de l'année. On approche de la période de Noël, donc c'est le moment de se faire plaisir. Donc le lien est dans la description et sur le premier commentaire comme d'habitude. Cheers! Maintenant que j'ai dit tout ça, sans plus attendre, on y va. Le 12 novembre 1993, le premier event d'Ultimate Fighting Championship a lieu. L'idée de cette compétition est de répondre à une vieille question que les gens se posent dans les dojos, dans les rings, qui est de savoir quel est le meilleur art martial. Et donc l'Ultimate Fighting Championship a décidé d'y répondre autour d'un tournoi. Et dans ce tournoi, tu peux retrouver des sumotori contre des karatékas, en passant par des boxeurs, à des combattants de jiu-jitsu brésiliens. Bref, il y en a pour tous les goûts. Alors, bien que l'idée paraisse sexy sur le papier, l'Ultimate Fighting Championship avait très mauvaise presse à l'époque. En effet, John McCain, sénateur de l'Arizona et ancien vétéran, dira que c'est du combat de coq humain. What it was at the beginning was human cockfighting. It was. I mean, I've seen people repeatedly getting smashed in the face with a guy sitting on top of him. That's not a sport. That's a throwback to the Roman Colosseum. Il fera également le nécessaire pour bannir l'UFC du pay-per-view partout aux États-Unis. En plus d'avoir fait un coup médiatique, il fera un coup financier qui fera beaucoup de mal à l'UFC. Alors il faut dire qu'à l'époque, il n'avait pas totalement tort. L'UFC était pas loin du combat de coq humain. Il n'y avait pas de catégorie, assez peu de règles, et les combattants n'avaient pas de gants. Après, pour ce qui est des effusions de sang ou encore des cocards, bon, ça fait partie du combat. On avait l'habitude avec la boxe, par exemple. Suite à cette pression du gouvernement, 2 des 3 associés décident de quitter le navire, dont Rorion Gracie, le fils du créateur du jiu-jitsu brésilien, et Art Davey, un promoteur de kickboxing, laissant ainsi Bob Meriowitz seul au pilotage du navire en train de sombrer tout doucement.
Dans les alentours des années 99-2000, des amis dont Dana White, un jeune entraîneur de boxe de Las Vegas, et Frank et Lorenzo Fertitta, les fils d'un grand entrepreneur qui a notamment fait fortune dans les casinos, décident de se rendre à leur premier événement d'Ultimate Fighting Championship. Le show est plein de potentiel, mais malheureusement, on sent que ça manque de moyens. En regardant autour d'eux, Dana White et les frères Fertitta se disent « Waouh, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça dans notre projet, etc. » Donc ils se projettent. Ça faisait déjà un moment que Dana White voulait travailler dans le business des sports de combat, et pour ce qui est des frères Fertitta, en particulier Lorenzo, ça fait longtemps qu'il veut investir également dans ce domaine avec son pote Dana. Mais comment cette envie de se lancer dans ce business est venue? Pour ça, il faut revenir dans l'enfance de Dana. Il est né à Manchester dans le Connecticut le 28 juillet 1969 et grandit à Boston jusqu'à ses 11 ans. Il grandit dans une famille monoparentale avec une mère infirmière qui travaille énormément et un père qu'il décrit comme égoïste et alcoolique. Lorsqu'il a environ 11 ans, la mère de Dana décide de prendre une décision radicale, prendre ses affaires et déménager de l'autre côté du pays, à Las Vegas. Alors la raison qui pousse la mère de Dana à aller habiter dans la côte ouest, ce n'est pas sa passion pour les casinos, tu te doutes bien. Tout simplement parce que Las Vegas était la ville qui payait le mieux les infirmières dans tout le pays. Avec un salaire plus conséquent, la mère de Dana a la possibilité de mettre ses enfants dans une école privée. Et c'est exactement ce qu'elle fera. Et c'est ainsi que Dana ira à la Bishop Gorman High School. Et c'est donc là-bas qu'il rencontrera Lorenzo Fertitta. Mais ils ne seront pas spécialement amis à ce moment-là, mais ils feront connaissance. Étant un enfant turbulent et assez peu concentré, Dana sera viré de cette école et il finira son lycée dans le Maine, c'est-à-dire dans la côte est, tout au nord. C'est là-bas d'où ses grands-parents sont originaires et il fera donc sa dernière année là-bas. À 17 ans, il commence la boxe anglaise et tombe amoureux de ce sport. Il était notamment fan de Mike Tyson et en parallèle justement de ce sport qu'il pratique très régulièrement, il trouve un job dans un hôtel à Boston. Un job qui est plutôt bien payé d'ailleurs. Mais comme tout grand passionné, à un moment donné, c'est pas suffisant pour Dana. Et un jour, il pète un câble. I was literally standing in the lobby one day and I'm like, what the hell am I doing here? This isn't me, this isn't what I want. And I walked out the front door and one of my good friends, he's still one of my good friends today, who was the doorman, says, what are you doing? I said, I'm quitting. He's like, what? What are you gonna do? I said, I want to be in the fight business. He said, that's the dumbest thing I've ever heard in my life. À 19 ans, il décide de tout quitter pour se lancer corps et âme dans une carrière dans l'industrie des arts martiaux et des sports de combat. I wanted to learn every single piece of the business, and I did everything. I mean, I trained, I boxed, I refereed, I worked corners, I did everything. Et pour justement exceller dans ce domaine, il a besoin d'apprendre tous les aspects de ce business. Et c'est ainsi qu'il approche Peter Wesh, un champion de boxe de l'époque qui lui apprend absolument tout ce qu'il doit savoir sur cette industrie. Et c'est ainsi qu'il finit par ouvrir son propre gym où il donnera des cours de fitness et aussi des cours de boxe occasionnellement. Mais un jour, alors qu'il est en plein cours, deux hommes assez louches s'introduisent et lui demandent de venir. Il se trouve qu'ils viennent de la part d'un certain James Whitey Bulger. Ce nom te dit probablement rien, mais pour les personnes qui sont passionnées par le monde des gangsters et de la mafia, ce nom veut dire quelque chose. Whitey est le chef des Winter Hill Gang, une branche de la mafia irlandaise basée à Boston. Il est réputé pour être un tueur à sang-froid. Alors ce gangster a inspiré un rôle que Johnny Depp ou encore Jack Nicholson ont joué. Et voici ce que ces deux hommes lui disent. And these guys walked right in the middle of my class, and they're like, hey, we need to talk to you. And I said, I'm teaching a class here. And they're like, we need to talk to you outside. And he's like, yeah, you owe me money. Yeah, they wanted $2,500 from me. I didn't have it. I told them I don't have the money. He goes, well, you better come up with it. Des mois passent, mais aucune nouvelle des deux hommes. Mais un soir de samedi, il reçoit un coup de fil. You owe us that money and you owe it to us tomorrow. I said, I don't have it. And they said, well, you better come up with it. And I said, or what? He said, are you going to find out? En entendant ça, il laisse donc toutes ses affaires à l'appartement et il prend un billet direction Las Vegas. Il arrive sur place, il s'installe chez sa sœur le temps de se refaire et repart à zéro. Enfin presque. Alors qu'il est au mariage d'un vieil ami à Las Vegas, chose d'ailleurs qu'il ne fait jamais parce qu'il explique qu'il était tellement concentré à ce moment-là sur son business dans le sport qu'il n'allait pas au mariage. Mais comme c'était un ami particulièrement proche, il a décidé d'y aller. Et il a bien fait. Là-bas, Dana revoit un vieil ami, Lorenzo Fertitta.
Ce pote du lycée qui était à la Bishop Gorman High School, tu sais, l'école prestigieuse de laquelle il a été viré, il se trouve que ce dernier travaille à la Nevada State Athletic Commission, une organisation qui réglemente tous les concours et événements de combat à main nue dans l'état du Nevada. Donc c'est l'état de Las Vegas. Lorenzo voulait refaire de la boxe et ça tombe bien, Dana White était prof de boxe et de fitness. Et donc c'est ainsi qu'il se donne rendez-vous le lundi qui suit pour un cours de boxe. Et depuis cet instant, ils ont été inséparables. À la Sin City, Dana se refait une réputation et une santé financière. Il rencontre énormément de monde. Il ira même jusqu'à donner des cours de fitness dans la même salle de boxe que celle du père de Floyd Mayweather. D'ailleurs, lorsque Pretty Boy Floyd était en petit bif avec lui, il n'a pas hésité à lui rappeler. Un soir, alors qu'il était de sortie avec les frères Fertitta, ils font la rencontre d'un certain John Lewis, un expert en jiu-jitsu brésilien et surtout combattant de l'Ultimate Fighting Championship, ces fameux combats de coq humains donc. Fascinés par l'idée de tester ce sport, ils finissent par se donner rendez-vous donc quelques jours plus tard avec les frères Fertitta pour tester un petit peu le jiu-jitsu brésilien. Et à partir de là, ils en tombent amoureux. Et c'est à force justement de pratiquer ce sport-là qu'ils commencent à faire petit à petit la connaissance de sportifs et en particulier de combattants faisant partie de l'Ultimate Fighting Championship. De fil en aiguille, Dana se met à manager deux combattants, Chuck Liddell ainsi que Tito Ortiz. Dans cette période-là, la ligue subissait déjà un max de coups durs, ce que je t'expliquais plus tôt quoi. Un jour, alors qu'il était au téléphone avec Bob Meyrowitz, le dernier homme aux commandes donc, Dana tente de récupérer les sous que la ligue devait à Tito Ortiz. Tout d'un coup, en plein milieu de la conversation, Bob explose. And he says, you know what? There is no more fucking money. I don't even know if I have enough money to put on the next event. And hangs up and we get off the phone. I go, holy shit. I call Lorenzo and Frank, they're in Miami, right? And I said, I just got off the phone with Bob Meyrowitz. He just fucking freaked out on me, man. He basically said, there's no more money with the UFC. He's probably gonna go BK. I think we can buy the UFC and I think we should do it. Le rêve de Dana était sur le point d'arriver. Travailler dans le fighting business et laisser tomber ce boulot de coach fitness qui est en réalité un boulot alimentaire pour lui. Rien contre les coachs de fitness, hein, bien sûr, c'est Dana de son point de vue. En janvier 2001, après plusieurs négociations avec Bob Meyrowitz, les frères Fertitta rachètent finalement l'Ultimate Fighting Championship pour 2 millions de dollars, ce qui est une bouchée de pain en réalité. Mais le prix aussi bas de cette ligue est justifié parce qu'en réalité, ils obtiendront pas grand-chose. Ils auront le logo, dont les 3 lettres, UFC, un vieil octogone et 7 combattants. Pas terrible. À cette société, les frères Fertitta nomment leur ami et homme de confiance Dana White à la présidence et lui donnent 10% des parts de la société. Une énorme progression pour le coach de fitness et manager à mi-temps. Dana White a conscience que c'est la chance de sa vie. Soit il réussit à faire de cette ligue quelque chose d'immense, d'incroyable, soit il retourne à son job alimentaire. Bien qu'ils étaient tous très excités à l'idée de mettre en œuvre leur vision, Dana White et les frères Fertitta étaient loin de se douter de tout le travail titanesque qui les attendait. Lorsque les frères Fertitta et Dana White acquièrent l'UFC, ils sont super heureux. Enfin, Dana White et Lorenzo en particulier vont pouvoir monter un business ensemble. Ils vont pouvoir rencontrer des combattants, faire de l'argent, bref, ça va être fun. Mais donc les choses vont être plus difficiles que prévu, comme je te l'ai dit. Et réellement, les premières années de l'acquisition vont être un enfer. Alors le premier problème auquel ils doivent faire face, c'est l'interdiction du pay-per-view. Alors ils pensaient initialement que lorsque ce problème-là sera réglé, le business pourra repartir de plus belle. This wasn't allowed on pay-per-view. Porn is on pay-per-view. We weren't allowed on pay-per-view. That's how bad it was. Pour tenter de faire lever cette interdiction, le président de l'UFC décide de prendre une décision majeure. Rendre ce sport légitime au point de vue gouvernemental. Une stratégie qui est totalement inverse à celle des précédents dirigeants qui promettaient de proposer des combats sans règles, sans gants et sans catégorie. Et cette recette initiale avait connu un succès incontestable. Mais le problème, c'est qu'ils essayaient constamment de contourner les règles gouvernementales en allant par exemple faire les combats à l'étranger et en diffusant les
combats sur des chaînes américaines avec du pay-per-view et jusqu'à ce que John McCain fasse pression sur toutes les chaînes de télé et qu'au final l'UFC ne soit plus diffusé même en pay-per-view. Et pour faire en sorte que ce sport soit donc légitimé, Dana White va faire en sorte que le sport soit réglementé et ensuite il ira d'état en état pour tenter de convaincre les bonnes personnes que l'UFC de l'MMA est réglementé. I had to fly to places and literally had to wait outside people's offices for them to come out and grab them because they wouldn't meet with me. You know, they didn't want anything to do with the UFC. They didn't even want to waste 5 minutes of their time to talk about the UFC or meet with me. Petit à petit, certaines commissions commencent à accepter l'UFC. Ça arrive vraiment un État après l'autre. Et le premier État, à ma connaissance, c'est le New Jersey. Mais en parallèle du problème du pay-per-view, ils en ont un autre. Aucun lieu ne souhaite recevoir l'UFC. En effet, c'est pas parce que l'État du New Jersey décide que l'UFC pourra avoir lieu que les lieux en question sont obligés d'autoriser le MMA. Et donc à ce moment-là, ils sont bloqués. Et la seule personne qui leur autorisera un lieu n'est d'autre que Donald Trump. Et oui, connu à ce moment-là essentiellement pour son empire dans l'immobilier, Donald Trump propose à Dana White d'accueillir leur premier événement au Trump Taj Mahal à Atlantic City dans le New Jersey. Une aubaine pour Dana White qui jusqu'à ce jour sera très reconnaissant de ce que Trump a fait pour eux. Et c'est ainsi que l'UFC 30 a eu lieu. Dana White, president of the Ultimate Fighting Championship. Dana, congratulations on your first show. That's gotta feel good. Thank you very much, James. I appreciate it. We're very excited. We got a sellout crowd here, 5,000 people. Revved and ready to go. Entre 2001 et 2004, le développement de l'UFC va être très laborieux. En effet, Dana White passe plus de temps à brûler du cash qu'à en gagner. Ils iront jusqu'à cramer 44 millions de dollars. Voyant l'adversité à laquelle ils doivent faire face, Lorenzo et Dana commencent à être un peu résignés. Après réflexion, peut-être que finalement, ils ont eu tort et que la meilleure chose serait pour eux de revendre et stopper l'hémorragie. Mais finalement, Lorenzo rappelle Dana en lui disant « Fuck it. Let's keep going ». Donc on continue. Ils décident donc de garder le cap et mettre le paquet. Et pour cela, ils font plusieurs choses. Alors la première chose, ils continuent à améliorer l'image de marque de l'UFC et gardent Dana White en tant que porte-parole. Alors si tu remarques bien, Dana White est le président de ligue le plus connu. Tu vois, par exemple, je suis certain que tu ne connais pas le président de la NBA, bon, à part les fans de NBA, ou encore le président de la NFL, ou de la NHL, ou de la MLB. La FIFA, les fans de foot le connaissent, mais en dehors des fans de la FIFA, personne les connaît. Et ça a été un choix stratégique depuis le début de l'UFC. C'était de mettre en place une stratégie de personal branding forte autour du président. Parce que le président allait pouvoir défendre l'UFC, représenter l'UFC correctement, vendre les combats et faire la promotion globalement de la ligue. Il fallait un porte-parole qui soit là tout le temps pour pouvoir contrôler la narrative, tu vois, le récit autour de l'UFC. Et puis, il faut pas oublier autre chose, les médias classiques ne couvraient pas l'UFC et quand ils couvraient l'UFC, c'était pour dire des choses hyper négatives. Donc, c'était important d'avoir quelqu'un qui soit toujours là pour pouvoir répondre. D'ailleurs, en parlant des médias classiques, on va parler de la télé. La télé ne voulait rien avoir à faire avec l'UFC à ce moment-là. C'était très compliqué pour eux. Mais par contre, les radios, elles, étaient d'accord de travailler avec l'UFC. Et c'est ainsi qu'ils ont énormément investi dans les radios et que Dana White se rendait à toutes les radios possibles pour faire la promotion de sa ligue. I did more fucking radio. I would like to see somebody. I don't give a shit if you're Jay-Z. I would like to see somebody that did more fucking radio than me. Et pour les plus jeunes, les réseaux sociaux n'existaient pas entre 2001 et 2004, d'accord? Il y avait un truc qui s'appelait Tchatch, je me rappelle, MSN aussi, d'accord? Mais bon, avec MSN, bon courage pour faire de la promotion. Donc non, t'étais bloqué. Et le deuxième, plus original, est de prendre le virage de la télé-réalité. Ça peut paraître bizarre, mais à cette époque-là, c'était encore tout nouveau et ça cartonnait. En France, on avait Love Story, aux États-Unis, c'était Big Brother. Et il y avait un tas d'autres émissions un petit peu dans le même genre qui étaient développées et qu'on a ensuite importées en France. En voyant cela, Dana avait compris une chose, il y avait une véritable opportunité là. Pour s'assurer un succès sur le long terme, il fallait créer une réelle connexion entre le public et les combattants. Et quoi de mieux que de créer une série de contenus gratuits que les gens pourraient suivre pour découvrir ces combattants, découvrir leur histoire et ainsi s'attacher à eux. Et quoi de mieux que de faire une télé-réalité autour du MMA pour ça. Literally, me and my team went into my office at like 8 o'clock at night and came out around 3 or 4 in the morning with The Ultimate Fighter. And we bounced a zillion different concepts around, and that's the one we came up with. So all these guys live in a house, for those of you that don't know, they're coached by 2 big stars in the UFC, and they fight
Every time you fight and you lose, you get eliminated. And then the two guys that make it all the way fight at the end in the finale. Et c'est le même principe aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que ça a permis de développer un tas d'opportunités. C'est que grâce à Facebook, Instagram, TikTok et même YouTube, des gens peuvent créer du contenu gratuit pour justement faire en sorte que les gens s'attachent à eux. Ça devient donc des influenceurs en quelque sorte. Et c'est à partir de là que ces influenceurs-là peuvent proposer leurs propres produits. Tu regardes par exemple Lena Situation, ça fait plusieurs années qu'elle parle de sa passion pour la mode et en fait elle a construit ça tout doucement avec son public, ce qui lui a permis il y a à peu près un an je crois de lancer sa marque de vêtements. Donc c'est à chaque fois comme ça, beaucoup de contenu gratuit, tu construis l'audience et ensuite tu vends un produit. Mais encore une fois à l'époque il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc Dana va pitcher à tous les directeurs de chaînes de télé l'idée, mais aucun d'entre eux ne valide. Le stigmate autour de l'UFC était encore beaucoup trop présent. Mais en 2003, Viacom lance une nouvelle chaîne de télé nommée Spike TV. La chaîne de télé a pour slogan « La première chaîne de télévision pour les hommes ». Alors là, il n'y a pas plus pertinent. Si clairement même Viacom ne veut pas de ce programme, c'est que clairement là, il faut raccrocher les gants, sans mauvais jeu de mots. Et donc Dana y voit une opportunité. Il va pitcher donc l'idée au directeur de la chaîne en question et il n'aime pas trop. Ils sont pas fans. Et donc Dana se dit ok, puisque c'est ça, je vous propose une chose. On investit dans la production parce que dans le business de la télévision, c'est la chaîne qui achète le programme à une société de prod. Mais sauf que là, dans ce cas précis, la société de prod, c'est l'UFC, donc ils prennent en charge toute la production du programme dans les standards donc de la télé-réalité. Et ensuite, ils vont tout donner à Spike TV pour diffuser ça sur leur chaîne gratuitement. Donc c'est une aubaine en réalité pour Spike TV. Ils n'ont pas grand-chose à perdre, donc ils acceptent. Donc ils investissent plus de 10 millions de dollars dans cette saison qu'ils donnent sans sponsor. Tu t'imagines? Même pas de NordVPN ou de Chain Nation, grâce à qui justement on peut financer des chaînes comme ça et faire des programmes qui durent des fois 30 minutes, qui seraient normalement des programmes à perte. Non, merci à eux quand même. Hein. Quelle grâce. Et donc, comme je l'ai dit, ils acceptent. Donc tu vois, le trou dans la caisse commence à réellement s'approfondir de leur côté. Un choix stratégique, comme je l'ai dit au début, très couillu. Si ça ne marche pas, clairement, on met la clé sous la porte. Là, ça y est, on aura cramé beaucoup trop d'argent. Et pourtant... We air the first season of The Ultimate Fighter, and this fucking thing just starts to go like this. Yeah, by the 5th episode, we're pulling 2.3, 2.4 million viewers. Et ça devient le programme qui cartonne le plus sur Spike TV. Et donc on arrive à la finale. Forrest Griffin contre Stephan Bonner. Un combat digne d'un affrontement final dans les films. Plus de 10 millions de spectateurs devant Spike TV pour cette finale. Peu importe la suite des événements, Dana savait une chose, ils allaient finir quelque part pour la saison 2. 10 millions de téléspectateurs quand même, ce n'est pas rien. Alors qu'il sort du stade après cette finale, Dana White rencontre l'équipe de Spike TV qui signe là tout de suite pour une saison 2. Et cette fois-ci, Spike TV va khalas. Eh ouais. À partir de là, la chaîne développera tout un univers de programmes autour de l'UFC. UFC Unleashed, Countdown ou encore Fight Nights. Et pour ce qui est des produits dérivés, l'UFC continuera à faire plein de choses en proposant un jeu vidéo, du merch, etc. L'UFC était enfin prêt à décoller. Entre 2005 et 2011, l'UFC va connaître une croissance phénoménale en rachetant la concurrence. WFA, WEC et bien sûr son principal concurrent japonais, PFC, IFL, Strikeforce MMA. Bref, ils se font tous racheter dans cette période. Ce qui leur permet d'acquérir tous les meilleurs combattants des ligues et bien sûr d'épaissir le catalogue. En plus de ce qu'il y avait d'existant, l'UFC doit produire énormément de combats. Donc la production devient exponentielle. L'UFC devient donc une énorme machine à contenu. Et ce que l'UFC faisait pour détruire justement la concurrence, étant donné qu'ils avaient des deals avec une chaîne télé, ils avaient la possibilité de diffuser des combats gratuitement. Et de l'autre côté, les petites ligues qui se lançaient faisaient du pay-per-view. Mais tu préfères regarder un combat de l'UFC gratuitement ou alors regarder le combat d'une petite ligue en pay-per-view? Ouais, exactement. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à détruire petit à petit la concurrence. Et on va y revenir à la fin, parce que ça pose un autre problème pour l'UFC. Cette expansion permet à la Ligue de créer une véritable première génération de stars, dont Daniel Cormier, Quinton Rampage Jackson, Mauricio Shogun Roy, Nick Diaz et bien sûr Bones, alias John Jones.
Johnny Bones Jones. Et pour développer un nouveau marché, l'UFC va s'appuyer sur les talents locaux. Ça a été le cas pour Georges Saint-Pierre pour le Canada, Michael Bisping pour la Grande-Bretagne. Alors pour la France, c'est vrai que ça fait déjà plus de 10 ans qu'il y a des combats à l'UFC. Je pense notamment à Cheick Kongo, d'ailleurs je crois que c'est avec lui que j'avais découvert l'UFC. Taylor Lapillus, Christopher Midou, Nordine Taleb. Mais il faut dire la vérité, le grand public a réellement commencé à s'intéresser à l'UFC avec ce bonhomme, ou plutôt ce bon gamin. Oh, there's the tap. There's the top. Welcome to the UFC, Cyril Gane. First round submission victory. Bon, on voulait que Cédric rejoigne l'UFC, mais bon, ça n'a pas fait ralasse. C'est même pas la force. Dana White, en fait, a compris une chose. La bagarre fait partie de l'essence même de l'être humain. Tu vas partout autour du monde, il y a une bagarre quelque part, les gens vont s'arrêter de faire ce qu'ils font et regarder. C'est justement sur ça qu'il base toute la philosophie de l'UFC et c'est l'une des raisons pour laquelle il pense que l'UFC, et c'est d'ailleurs le cas maintenant, va devenir global. We're all human beings. Fighting's in our DNA. We get it and we like it. If a fight broke out over there right now, this whole place would stand up and we'd stand here and we'd watch the fight until it was over. All over the world, fights are happening every weekend and new talent is being created. In markets that we've just gone into, like China, we're going into India and Mexico. What we do is we go in there first and we have scouts that go in and scout talent. And then we start training these guys. We get it set up to where these guys can start training. And the goal is to do Ultimate Fighter in every country. In Brazil, 11 million people watch the Ultimate Fighter every week. Et donc dans chaque continent aujourd'hui, il y a des stars de l'UFC. Par la suite, l'UFC signe un deal de 7 ans avec Fox Sports pour la modique somme de 100 millions de dollars afin de pouvoir rediffuser tous les contenus sur tout le réseau de Fox. Et aussi, il développera donc la Ligue féminine avec Ronda Rousey qui en sera la première star. En juillet 2016, c'est le grand tournant et c'est même la fin du circuit pour certains. Après de belles et longues années aux côtés de Dana, les frères Fertitta décident de revendre l'UFC. Et cela à Endeavor pour 4 milliards de dollars. Tu rachètes une marque 2 millions et tu la revends 4 milliards, c'est plutôt une très belle progression. Dana, lui, reste à bord du navire et se maintient en tant que président de la société. Ah oui, pour information, le président de Endeavor, c'est Ariel Emmanuel. Vous savez, c'est l'homme qui a coupé tous les deals à Kanye West. On en reparlera l'année prochaine. On fera plus de vidéos comme ça. Le deal avec Fox arrivant à sa fin, l'UFC signe un nouveau deal, mais cette fois-ci avec ESPN pour 300 millions de dollars l'année, sachant que c'est un contrat de 7 ans. Donc le deal s'élève à 1,5 milliard de dollars. Une progression énorme. Et d'ailleurs, c'est une décision assez inattendue lorsqu'on connaît le passif entre ESPN et l'UFC. Alors rapidement, en 2012, ESPN avait publié un article sur les pratiques douteuses de l'UFC, notamment sur le fait que l'UFC ne paye pas assez ses combattants, qu'ils ont créé une situation de monopole, ce qui justement fait que les sportifs en question ne peuvent pas exiger plus parce qu'ils n'ont nulle part ailleurs où aller. Et donc cet article-là avait fait l'effet d'une bombe dans l'industrie. Mais lorsque le président d'ESPN de l'époque, John Skipper, se fait virer, suite à une affaire d'ailleurs assez sombre, son dealer de l'époque de cocaïne a menacé de le balancer, de dire à tout le monde que c'est un sniffer de coke, etc. Donc il sera limogé du poste, et ce John Skipper en question n'aimait pas l'UFC, donc lorsqu'il est limogé, il est remplacé par quelqu'un d'autre, et c'est à partir de là que les affaires ont pu reprendre, quoi. Alors il y a une autre explosion qui a eu lieu pour l'UFC dans les années récentes, on n'en parle pas assez, mais c'est le Covid. Oui, le Covid. Dans la période du Covid, il n'y avait absolument pas d'entertainment dans cette période-là. Tu pouvais pas regarder les matchs de football, de basketball, c'était très compliqué. Et en fait, Dana White cherchait une solution pour justement continuer à faire en sorte qu'il y ait des combats parce qu'ils avaient un deal. Leur deal venait juste de commencer avec ESPN. Et c'est comme ça qu'il a fait un deal avec la famille royale en Arabie Saoudite. And Dana calls me up. He said, "Get me an island." I said, "What?" He said, "Get me an island. I'm going to put on fights." And we set up in Abu Dhabi, kind of, I think, really catapulted the
the sport in this horrible time. Ainsi, il sera en mesure de faire quasiment tous les combats qui étaient prévus cette année-là. Et surtout, le fait qu'il n'y ait pas d'autres entertainment que l'UFC, ça a permis, en fait, en quelque sorte, de faire exploser le compteur, en fait, que ce soit pay-per-view, etc., etc. Donc, tous les combats ont eu lieu en Arabie Saoudite, là où c'était autorisé de combattre. Et c'est comme ça que l'UFC s'est développé récemment. Autre chose à noter d'important, l'UFC a récemment fusionné avec la WWE, la Ligue de catch, pour créer TKO, un monstre encore plus gros. You know, there's nothing more important than sports, content, and live events. We do 350 live events with production. We have a billion in fan base. Mais voilà, tout semble rose du côté de l'UFC, mais pourtant la ligue est vachement décriée. Alors comme tu le sais, le prédateur alias Francis Ngannou a quitté l'UFC pour rejoindre la PFL pour une question de rémunération. Et je l'ai dit un peu plus tôt, il y a une situation de monopole. Alors, il y a pas mal de combattants de l'UFC qui se sont rassemblés pour attaquer en justice l'UFC pour avoir des dommages et intérêts parce qu'il y a cette situation de monopole et dans un marché libre et compétitif, on détruit les monopoles parce que sinon, ces derniers vont dicter les prix du marché. Et dans ce cas précis, l'UFC dicterait les salaires des combattants. Lorsque tu regardes la NBA, la NFL ou la MLB, la masse salariale s'élève à 50% globalement du budget de ces ligues-là. Tandis que l'UFC, ce n'est seulement que 16%. Alors bien sûr, Dana White s'en défend. So what we did is we built a business model where they share. If you're the champion, you share in the pay-per-view revenue. You eat what you kill. Et justement, ce problème au niveau des payes, on le voit très bien nous au niveau de la France, entre Francis Ngannou qui est parti de l'UFC ou encore Cédric qui n'a pas intégré l'UFC parce que ça n'a pas assez ralasse. Est-ce que justement l'UFC n'est pas en train de couler petit à petit à cause de ça? Alors j'utilise des grands mots pour vous faire réagir, mais en tout cas j'ai hâte de vous voir dans les commentaires, j'ai hâte de voir votre point de vue là-dessus. Alors j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, je suis revenu vraiment sur toute l'histoire de l'UFC, vraiment histoire de poser les bases sur cette chaîne. Si je vois que la vidéo vous plaît, et je sais qu'elle va vous plaire, je pense qu'on essaiera de créer aussi une série de vidéos autour de ça sur la chaîne. On restera quand même musique, pop culture, mais on va commencer petit à petit à aller sur d'autres domaines. On va essayer de faire des projets un peu plus produits. N'oubliez pas de liker, commenter et partager un maximum. Les longs formats comme ça, je vais commencer à le dire de plus en plus souvent. Ça va être de plus en plus difficile pour de nouveaux créateurs de contenu de faire ce type de format-là. Pourquoi? Parce que y a TikTok, il y a Instagram, les gens préfèrent des contenus très rapides, très courts, et le temps d'attention des gens est de plus en plus court. Donc, vous qui êtes là, merci à vous, je vous remercie. N'oubliez pas de liker, commenter pour justement faire en sorte de donner de la force aux créateurs de contenu qui se prennent encore la tête avec des contenus longs comme ça. Big up à Stevie et aux autres, tu vois. Et n'oubliez pas, Chain Nation, vous avez l'offre Black Friday, profitez-en maintenant. Si vous n'avez jamais consommé les produits de Chain Nation, je pense que c'est le moment de vous faire plaisir. Il y a aussi Noël qui arrive, donc vous pouvez déjà commencer à acheter les petites choses, etc. Offrir à vos copains, à vos copines, à vos enfants, bref, tout ça. Le lien est dans la description et sur le premier commentaire. Merci à vous de m'avoir suivi. C'était Major pour vous servir. Ah oui, en fait, pour ceux qui ne savent pas, Major, c'est mon nickname. C'est les gens de mon équipe qui m'appellent comme ça depuis des années, tout ça. Et je me suis dit, ah, tout en crise. Pour les proches, ce sera Major. Voilà. Cheers.